Madame Obono, bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous avoir. J'aimerais pour démarrer vous poser une première question à propos de la Cour nationale du droit d'asile. Elle vient de fêter ses 70 ans. C'est la juridiction administrative de France qui enregistre le plus de recours. Sur environ 100 000 demandes d'asile par an, ce sont près de 70 000 recours qui sont portés à la CNDA suite aux décisions de rejet de l'OFPRA. Cette juridiction connaît de nombreux dysfonctionnements, mis en lumière par des mouvements de grève récurrents de son personnel, qui estime qu'il n'a pas les moyens de réaliser convenablement la mission qui lui est confiée. À titre d'exemple, il n'y a pas aujourd'hui de voie spécialisée qui permet la formation et le recrutement de juges experts permanents. Votre programme pour une politique migratoire humaniste et réaliste ne fait pas allusion à la CNDA. Alors, Madame Obono, si M. Mélenchon est élu, que proposera-t-il pour cette juridiction? Bonjour. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup pour l'invitation à présenter nos propositions sur les questions de politique migratoire et de droit d'asile. Je vais aller directement à votre question sur la CNDA. Il me semble que l'enjeu, c'est d'abord de faire respecter le droit d'asile et de faire en sorte qu'il y ait le moins de recours possible, puisque les personnes ont eu le droit de pouvoir être protégées. Et donc nous, on a une politique en amont déjà pour réduire, y compris la pression sur la CNDA, une politique qui garantit pour toutes les personnes qui sont sur le territoire le droit d'asile, la possibilité de mener ces procédures. Une politique qui choisit aussi de faire sortir l'OFPRA du giron du ministère de l'Intérieur et que ce soit au niveau du ministère des Affaires étrangères, parce qu'il nous semble que c'est plus adéquat comme périmètre, et qui donne les moyens à l'OFPRA, y compris de pouvoir traiter ces demandes dans des conditions à la fois de célérité pour les personnes qui sont en attente, mais surtout de bonnes conditions pour que les dossiers soient bien traités. Donc déjà, une politique qui commence par la source. Et puis sur la CNDA, effectivement, on n'a pas eu de proposition très spécifique là-dessus. Par contre, au cours du mandat, nous avons, lors des différents débats sur les questions migratoires, il y en a eu régulièrement, porté des amendements qui reprenaient d'ailleurs les revendications des différents mouvements de grève qu'il y a eu pour plus de moyens, pour un traitement équitable. Et puis plus généralement, on a une politique en matière de justice qui vise à ce qu'il y ait des recrutements et des ouvertures de postes dans les écoles de magistrature pour qu'on soit à minima à la moyenne européenne, ce dont nous sommes très loin, et voir au-delà pour qu'une justice digne et véritable soit rendue à tous et toutes. Et donc dans ce cadre-là, je pense que ce sont des secteurs qui devront être renforcés et des formations qui devront être renforcées, et les revendications qui sont portées aujourd'hui sont précisément le type de demandes auxquelles on devrait et on pourrait répondre. Mais effectivement, dans le détail de la CNDA, nous partirions de fait de ces demandes-là, du constat et du bilan fait par les différents agents et pas simplement les avocats ou les magistrats, mais l'ensemble des personnels, parce qu'il y a aussi un problème de précarité pour un certain nombre d'agents, et ce qui nuit d'ailleurs au suivi des dossiers et au traitement des dossiers. Nous sommes par ailleurs favorables à ce qu'on limite au maximum les contrats précaires, contractuels de ce type-là, etc., en favoriser les titularisations ou les voies de titularisation, ou en tout cas que ce soit en grande majorité des CDI. Donc voilà, il y a, je pense, des demandes catégorielles de la part des personnels auxquelles il faudra une discussion pour répondre, mais ça va dans le sens de toute façon de l'augmentation des moyens pour toutes les juridictions et surtout, comme je le disais, en amont, faire en sorte qu'il y ait le moins de recours possible parce que le droit d'asile serait respecté. Merci. Allô? Oui. Merci, Madame Obono. J'ai une deuxième question pour vous.
Les idées de grand remplacement et de remigration ont pris leur place dans le débat public, assumées, revendiquées même, par des responsables politiques et de nombreux citoyens, et largement banalisées dans les médias. A l'inverse, votre programme défend une vision de la créolisation de la société française et propose une série de mesures visant à assumer notre devoir d'humanité envers les réfugiés. Alors, dans une France qui est très largement partagée sur ces questions, si M. Mélenchon est élu, quelles seront les actions concrètes de son gouvernement pour construire une société apaisée et accueillante sur les questions migratoires et réconcilier les Français avec eux-mêmes sur l'immigration? D'abord, abroger l'ensemble des lois et des mesures qui nous semblent avoir été, dans leur grande majorité, plutôt restrictives des droits et libertés des personnes migrantes que garantissant leurs droits humains et notamment le droit d'asile. Nous avons un ensemble de propositions dans notre programme, que ce soit la régularisation des travailleurs et travailleuses sans papier, des enfants scolarisés et des familles, surtout des enfants scolarisés, des étudiants, enfin tout un panel. Et comme je le disais tout à l'heure, le fait de faire respecter le droit d'asile. Donc il y a ces mesures précises. Mais on va dire que pour un impact sur la société, déjà d'avoir un autre discours et d'avoir un gouvernement, une majorité qui assume de mener et d'accueillir dignement les personnes migrantes, qui a un discours, y compris sur les questions des migrations, qui n'est pas, comme ça l'est depuis trop longtemps, un discours anxiogène qui se base sur des fantasmes, mais rappeler les réalités et puis surtout célébrer aussi la richesse des migrations. Nous, notre politique, elle se base, et le discours autour de cela se base sur 2 points que nous martelons depuis le début: accueillir dignement les personnes qui arrivent et s'interroger et intervenir sur les causes des migrations forcées. Et donc c'est sur ces 2 axes que nous mènerons une politique d'accueil digne, de développement des hébergements, en s'appuyant par ailleurs sur les nombreux et innombrables réseaux de solidarité. Je crois que dans le discours politique aussi, dans l'explication des politiques que nous mettrons en œuvre, on peut s'appuyer aujourd'hui sur la solidarité de citoyens et de citoyennes, et le fait de mettre en avant cela rappellerait en fait que, malgré ce qu'on dit dans les médias, en fait, les Français et les Françaises sont extrêmement solidaires, et je pense que ça participerait aussi à contrer les discours xénophobes. Et effectivement, un autre slogan, une devise que nous reprenons, c'est de faire France de tout bois. Et oui, pour nous, l'immigration n'est pas un problème, c'est une richesse. C'est une difficulté pour les personnes qui émigrent de manière forcée, c'est souvent un déchirement, mais en France, quand on accueille dignement les personnes, qu'on en garantit leurs droits, ces personnes participent à la vie du pays, à la vie économique, à la vie culturelle. Les enfants vont à l'école, et donc tout cela participe d'une vision, nous, non pas décliniste, mais d'un pays qui, justement, est fort de cette multiculturalité. Et donc c'est aussi dans cette attitude, ce discours politique, je crois qu'on peut pas tellement changer, parce que je crois que la réalité est beaucoup plus contrastée que les médias le rendent compte dans le pays, y compris quand il y a des enquêtes sur le sauvetage des personnes en mer ou ce genre de choses. Il y a plutôt des réponses largement positives. Et donc, c'est mettre en valeur tout ça, mettre en valeur ces expériences et s'appuyer sur ces dynamiques citoyennes pour sortir des décennies d'un discours anxiogène et xénophobe. Alors, si on sent bien votre conviction intime sur ce sujet, et vous dites que ce sont des opinions qui sont largement relayées par les médias. Enfin, si on regarde les intentions de vote, à peu près 30% pour des candidats qui sont opposés à votre discours et votre vision, ça fait à peu près 12 millions de Français. Est-ce que ça suffira de dire très fort votre conviction pour les emmener avec vous, les faire changer d'avis après ces années de présence de discours très opposés à l'immigration? Non, mais déjà, c'est mettre en œuvre une politique, justement, qui est ce qu'on a appelé pragmatique et réaliste, qui sort du fantasme et qui permet, ne serait-ce que qu'on héberge
dignement et qu'il y ait des centres d'accueil et des procédures pour un hébergement pérenne des migrants et des migrantes, ce qui éviterait d'avoir les situations absolument indignes de personnes à la rue, dans des campements, et ce qui alimente justement un discours qui est souvent instrumentalisé encore dans cette campagne, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc déjà, mettre en œuvre une politique concrète qui réponde aux problèmes, et aux problèmes qui sont réels, et les problèmes qui sont d'abord ceux des personnes migrantes qui se retrouvent à la rue, qui se retrouvent dans des situations indignes, et c'est cela qui est aussi souvent instrumentalisé dans les médias. Donc une politique concrète, et aussi aller aux sources de ce qui alimente le rejet, c'est-à-dire le fait d'opposer les personnes, de prétendre que les immigrés ou les travailleurs immigrés volent le pain des Français. Voilà, tous ces discours-là qui trouvent un écho parce que la situation pour une partie de la population est extrêmement difficile. Effectivement, économiquement, il n'y a pas de perspective. Donc c'est la politique globale que nous menons, dont nous pensons qu'elle répondra aux besoins fondamentaux des personnes. Et une fois que ses propres besoins, ceux de sa famille, et je pense que la majorité des gens dans ce pays, comme les personnes migrantes d'ailleurs, ne demandent pas d'être milliardaires, ne demandent pas des choses extraordinaires, demandent simplement elles aussi de pouvoir vivre dignement. Je crois que ça participe, en fait, l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population participera à décrisper certaines tensions, et avec un discours politique assumé, et avec le fait de célébrer aussi une histoire, notre histoire. Nous sommes ici dans le musée de l'immigration, et développer justement le fait de se rappeler que nous sommes un pays d'immigration, nous sommes un peuple d'immigration, donc dans l'éducation, dans la culture, etc. Voilà, on agit sur les conditions matérielles et on développe un discours politique de fierté, y compris de célébration de richesse, plutôt que ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est plutôt la discorde et l'instrumentalisation politique. Merci, Madame Obono. Dernière question avant de vous laisser quelques minutes de carte blanche. Une question sur l'Europe. Dans votre programme, L'avenir en commun, vous constatez, je cite, que l'Union européenne ne sait pas accueillir les migrants et les migrantes et que l'État français développe un rejet inquiétant des étrangers et des étrangères. Vous vous opposez ainsi au pacte européen sur la migration et l'asile, vous souhaitez suspendre le règlement de Dublin, renégocier les accords du Touquet avec le Royaume-Uni. Vous dites aussi vouloir que les États membres de l'Union européenne élaborent un véritable dispositif d'accueil et d'accompagnement des migrants, y compris par la mise en place d'un système de sanctions à l'égard des États membres qui ne respecteraient pas le droit d'asile. Vous savez cependant qu'un certain nombre d'États de l'Union y sont fermement opposés. Vous dites que vous imposerez votre programme, même lorsqu'il est contraire au droit et aux directives européennes, en construisant un rapport de force et en déobéissant aux règles bloquantes chaque fois que c'est nécessaire. Alors si M. Mélenchon est élu, comment va-t-il réussir le pari d'une construction européenne accueillante pour la migration en s'opposant frontalement aux politiques européennes et aux membres de l'Union sur cette question? D'abord, en partant de ce qui est l'actualité aujourd'hui et la réalité, et qui montre, je crois, de manière assez éclatante, que le mal accueil des migrants et des migrantes est un choix politique. On l'a vu, et c'est heureux qu'aujourd'hui, pour les dizaines de milliers, les centaines de milliers de réfugiés d'Ukraine, un accueil se soit déployé en un temps record sur l'ensemble du territoire européen, y compris les pays qui menaient jusqu'à l'été dernier des politiques extrêmement dures, extrêmement xénophobes à leurs propres frontières. Et donc la démonstration est faite à une échelle, le monde entier peut voir que oui, il est possible d'accueillir en très peu de temps des millions de personnes sur le territoire, parce que l'Europe n'a jamais été submergée, ni la France non plus, et qu'une politique raisonnée, raisonnable, permettrait d'accueillir sur l'ensemble du territoire européen les personnes qui y cherchent refuge, qui ne sont pas la majorité d'ailleurs des migrants et des migrantes dans le monde. Donc déjà, s'appuyer sur cette réalité-là, on va dire une partie du travail est fait. Et effectivement, de notre point de vue, il faut utiliser les leviers qui existent au niveau européen. Nous insistons sur le fait qu'il est possible
utiliser l'opt-out et le fait de dire, par exemple, sur Dublin, et dire, voilà, nous choisissons de ne pas appliquer Dublin et nous choisissons de mettre en œuvre une politique comme ce que nous disons d'accueil digne. Il y a plusieurs autres leviers sur, par exemple, l'autre partie de notre programme qui vise à agir sur les causes des migrations forcées, sur les accords européens de libre-échange qui participent directement, voire indirectement, voire directement aux situations économiques, sociales qui poussent les personnes à l'exil. Ça, c'est un levier au niveau européen et la parole de la France en tant que première puissance, parmi les premières puissances de l'Union, a une force et a une valeur de ce point de vue-là, et y compris dans des moyens concrets. Je pense par exemple, nous sommes aujourd'hui opposés aux missions qui sont données à Frontex, qui est une des premières agences aujourd'hui financées, et le premier budget financé par l'Union européenne. Eh bien, la France est contributrice nette dans le budget de l'Union, et ça, c'est un moyen de pression, et ça, c'est un levier pour dire une agence qui a un tel budget et pourtant connaît aujourd'hui des critiques et des condamnations sur d'éventuelles violations de droits humains aux frontières, ne devrait pas être financée. En tout cas, la France ne financera pas des violations aux frontières, et donc il faut changer, de notre point de vue, les missions de Frontex sont problématiques, et donc il faut à minima les revoir, voire mettre un terme à l'agence et développer d'autres politiques, notamment du sauvetage des personnes dans la Méditerranée. Voilà un ensemble de leviers qui existent dans le cadre de l'Union européenne et dans le cadre des négociations sur les nouvelles politiques migratoires, pesées de tout notre poids, par l'exemple aussi des politiques que nous mettrons en œuvre, par le dialogue avec d'autres pays qui, je crois, pourraient être sensibles et seraient sensibles à notre politique et à ce que nous mettons en avant. Et je pense y compris avec des pays comme la Grèce ou l'Italie, qui sont aujourd'hui victimes du non-accueil européen, parce que ce sont les premiers pays d'entrée et qui sont dans une véritable difficulté pour accueillir les personnes dignement. Donc voilà, même avec des pays dont on pourrait croire que ce serait plus difficile, y compris par rapport aux couleurs politiques et aux choix politiques qui sont faits, je pense qu'on peut trouver des alliances, des alliés pour faire évoluer, et tout le monde fait le constat de toute façon que cette politique est un échec, et donc le faire évoluer dans le débat, la concertation, mais aussi le rapport de force et le levier économique, politique, diplomatique d'une France qui est un des principaux membres de l'Union, principale contributrice et principale puissance politique. Justement, à ce propos de levier et de rapport de force, parce que vous décrivez dans votre programme à quel point, sur ces questions de migration en particulier, nous avons besoin de travailler avec nos partenaires européens. Vous venez de citer la Grèce, l'Italie, l'Espagne, Malte, pays de première arrivée, subissent les répercussions des accords de Dublin. Vous êtes favorable à une répartition la plus équitable possible en fonction des projets de chaque individu et de la facilité d'accueil des pays. Tout ça ne peut se faire qu'en bonne intelligence et en consensus et en coordination et en diplomatie avec les pays européens. Or, sur d'autres sujets tels que l'économie, la politique financière, la Banque centrale européenne, etc., vous dites on aura un rapport de force et nous, Français, enfin nous, la France, nous désobéirons à ces règles. Alors, face à des pays qui vous diront vous désobéissez sur la Banque centrale, moi je désobéis sur les migrants, balle au centre. Comment vous allez réussir ce pari, en tout cas sur le sujet des migrations, d'avoir une politique européenne courageuse, audacieuse, accueillante comme vous la souhaitez? En fait, ce que nous mettrons en œuvre au niveau des politiques migratoires et du droit d'asile, c'est la même manière, en fait, c'est la même stratégie. C'est-à-dire de dire, nous, on a un programme, on va l'appliquer, et donc on va accueillir dignement les personnes migrantes, on va refuser d'appliquer Dublin, y compris, on fera le choix de ne pas financer des programmes qui violent les droits humains, donc on va le faire. C'est déjà un levier de rapport de force, de dire un pays comme la France qui se distingue de ce point de vue-là. Mais de la même manière que sur les politiques migratoires, sur les politiques économiques, sur le rôle de la Banque centrale, il s'agit aussi de s'appuyer sur de possibles interlocuteurs ou étatiques dans les pays, mais d'autres mouvements sociaux qui disent la même chose. Aujourd'hui, sur les questions de l'accueil des migrants, il existe
à l'échelle européenne, énormément de mouvements sociaux, de réseaux de solidarité qui participent aussi dans leur pays à un accueil digne. Et donc s'appuyer aussi là-dessus et jouer de ce rapport de force-là en interpellant les États à partir de ces expériences citoyennes. Donc il s'agit à chaque fois, en fait, la politique c'est un rapport de force permanent, que le rapport de force soit diplomatique ou, on va dire, plus du domaine de la sanction. Voilà, je pense que pas le simple fait, mais déjà assumer le choix d'une autre politique qui rompt clairement avec ce qui a été fait, le dire haut et fort, et puis faire, et puis tenter, et ouvrir le chemin d'une autre Europe possible, et assumer d'être peut-être un peu à l'avant-garde de ce point de vue-là. Mais moi, je crois que aujourd'hui, et la situation, l'actualité malheureusement le montre, aujourd'hui il y a besoin de repenser un ensemble de questions, notamment la question du droit d'asile et du respect du droit d'asile, et y compris dans les populations, la solidarité qui s'est exprimée vis-à-vis du peuple ukrainien, et la réalité, peut-être d'une manière assez problématique, mais l'empathie, la sympathie, et de se rendre compte que la migration, ce n'est pas une identité, c'est un état, c'est une situation dans laquelle, aujourd'hui, peut-être se rendre compte plus facilement, n'importe qui, d'une certaine manière, peut se trouver. Et je pense que cet effet-là va continuer à travailler nos sociétés. Il faut aussi s'appuyer là-dessus, en positif, en montrant que oui, effectivement, non seulement c'est possible de le faire, c'est nécessaire par rapport à nos principes, par rapport aux conventions, et il y en a qui sont prêts et qui commencent à le faire, et ce sera la France. Et je pense que voilà, c'est ce rapport de force-là global, politique, diplomatique, idéologique ou médiatique que nous mettrons en œuvre. Merci beaucoup. Il vous reste 5 petites minutes pour formuler votre carte blanche. Quand je viendrai à vos côtés, il sera l'heure de conclure véritablement. Voilà. Mais écoutez, déjà, je vous remercie pour l'occasion qui est donnée d'avoir ce débat dans de telles conditions dans le cadre de l'élection présidentielle. Malheureusement, c'est un sujet qui est souvent très maltraité, et c'est derrière la manière de traiter ce sujet, c'est le reflet, malheureusement, de la manière dont on maltraite les personnes concernées. Et donc, faire exister un moment de débat où on pose les choses de manière apaisée, rationnelle, est extrêmement important, surtout dans un moment où il y a peu de débats, ou en tout cas la possibilité d'avoir un débat présidentiel à la hauteur est fort limitée. Effectivement, je le redis, pour Jean-Luc Mélenchon, pour l'Union populaire, non, l'immigration n'est pas un problème, et mal accueillir les personnes migrantes est un choix politique. Et donc, à partir de là, nous assumons de considérer qu'il faut accueillir, et que nous avons les moyens d'accueillir dignement les personnes migrantes, et que nous avons une responsabilité dans les raisons pour lesquelles ces personnes vont migrer, dans les conditions dans lesquelles elles migrent, qui sont souvent ceux de violences, de contraintes, et dans lesquelles d'ailleurs, malheureusement, les acteurs et actrices européennes et françaises jouent un rôle parfois direct. Et donc, il est possible d'avoir une autre politique, il est urgent et nécessaire de le faire, mais il est aussi possible, nous en avons les moyens financiers et politiques si nous décidons de les avoir. Nous refusons que la réalité, et y compris la responsabilité qu'il y a à nôtre, quand nous avons des situations comme des campements de personnes migrantes qui vivent dans les rues dans des conditions absolument indignes, quand nous avons aujourd'hui des enfants ou des familles qui se retrouvent en centre de rétention, nous trouvons, et nous le redisons, insupportable que ces réalités-là soient l'objet d'une instrumentalisation qui vise à opposer, qui vise à diviser, dans un moment où notre société, où nos sociétés ont au contraire besoin de renforcer leurs liens, de renforcer leur solidarité, d'avoir plus de droits pour toutes les personnes qui sont sur le territoire, français, françaises ou étrangers et étrangères. Et pour nous, la société française, la République française, n'est république que quand elle est à la hauteur de ses principes et qu'elle donne
dans ses principes des droits à tous et toutes. Et les personnes migrantes et les réfugiés sont des sujets de droit et notre responsabilité est de le leur garantir. Oui, nous croyons que les migrations sont des richesses à plusieurs niveaux, que nous en avons par ailleurs besoin, et nous assumons de le dire, parce que notre stratégie politique est de mettre tout le monde au travail, parce qu'il y a du travail à faire pour changer la société, pour la faire bifurquer en termes écologiques, pour répondre aux défis. Et nous pensons aussi que la France a un rôle à jouer au niveau international pour adresser les causes des migrations et pour faire en sorte que cette question soit discutée dans un cadre international, l'Organisation internationale des migrants, où les agences, y compris onusiennes, ont les moyens de leur mission au niveau international. Enfin, je termine là-dessus. En rendant hommage à ce qui a été pour nous au cours des 5 dernières années. Moi, j'étais commissaire aux lois à l'Assemblée nationale et on s'est beaucoup battu sur ces questions. On s'est beaucoup battu contre la politique actuelle aujourd'hui de ce gouvernement qui a eu pour mérite d'être félicité par l'extrême droite en France, mais aussi en Italie. Je pense à Matteo Salvini qui expliquait qu'une partie de ce programme était mise en œuvre dans la loi Asile-Immigration. Marine Le Pen également s'en est félicitée. Et nous nous sommes battus pied à pied grâce au travail fait par des associations comme les vôtres, grâce aux mobilisations des citoyens et des citoyennes qui ont alimenté pas simplement nos amendements, pas simplement nos propositions de loi, mais également notre programme. Pour nous, c'est fondamental, et je le disais tout à l'heure, de montrer que non, la France n'est pas le pays de la chasse aux migrants, le pays de la rémigration. C'est un fait, c'est un pays qui est le produit d'une histoire de migration, qui est un pays riche de cette diversité, de cette multiculturalité, un pays où une Gabonaise est aujourd'hui, une immigrée gabonaise est aujourd'hui députée de la République, en tout cas l'a été pendant 5 ans, et où tous et toutes sommes accueillis malgré les difficultés, malgré les obstacles administratifs et souvent de l'État, sommes accueillis dans les écoles, dans les quartiers, dans les communautés de manière digne, bienveillante. Et pour moi, c'est fondamental et c'est sur cela que je crois que nous fonderons la politique que nous mettrons en œuvre si Jean-Luc Mélenchon est élu. C'est d'abord sur la mobilisation citoyenne, sur cette auto-organisation qui a construit les éléments forts de notre programme à travers les revendications, mais surtout construira la cohésion et la solidarité absolument nécessaires pour mettre en œuvre nos propositions. Merci encore pour cet échange. Merci.